Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vérité de fait. Aujourd'hui, nous allons traiter du conclave de Lubumbashi qui a rassemblé plutôt quatre grands leaders de l'opposition, notamment Delice Sanga, Katumbi, Matata Ponyo et Martin Fayulu. Ils sont là-bas à Lubumbashi et ils ont banni tout soupçon d'élire un candidat commun de l'opposition. Mais par contre, ils disent qu'ils sont en train d'établir sur les différentes stratégies à mettre pour contrecarrer l'avancement de ces processus électoraux qu'ils jugent biaisés. Le deuxième sujet, c'est l'Union sacrée qui aussi s'est formée désormais. Il y a le bureau politique, il y a le bureau dirigeant qui est constitué de plusieurs leaders, notamment Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, le Premier ministre Sama Lukonde, Augustin Kabouya de l'UDPS, Bahati Mbosso. Entre-temps, il y a un nouveau gouvernement, mais les choses semblent ne pas bouger. Pour en parler, j'ai ici avec moi M. Eric Bisselo, acteur politique et président du Consort. Bonsoir M. Eric. Bonsoir M. Condé. Merci Comment pour l'invitation. Merci. Dans le bureau stratégique, on a également pour parler de l'intelligence. Merci pour l'invitation. Je vais bien, Consort va bien, le contrat social est renouvelé. Et allons-y. Alors, dites-nous, déjà, quelle lecture faites-vous de ce qui est en train de se passer avant que nous n'abordions les deux sujets? Mais déjà, on sent que les QG politiques de chaque camp politique en RDC est en train de peaufiner des armes, des stratégies pour les enjeux à venir. Que cela vous inspire-t-il? Tout d'abord, le processus électoral, il faut savoir que malgré les dires des politiques, nous sommes dans une forme d'incertitude. Est-ce qu'il y aura élection ou pas? Donc, malgré aussi les efforts de la CENI, on sait qu'il y a quelques lacunes en termes de budget, de financement, mais également d'organisation, puisque on est conscient que certaines zones n'ont pas été enrôlées. Donc, du coup, il y a la jeunesse qui s'exprime, qui a besoin de participer à ce processus électoral. Et là, quid? On n'a pas encore la réponse de la CENI. Il y a cette contestation permanente de cette CENI par certains acteurs majeurs qui sont actuellement en opposition. Donc aujourd'hui, si aujourd'hui on a ces personnalités qui se réunissent, il ne faut pas tout de suite penser que forcément c'est dans l'objectif de trouver un candidat présidentiel. Parce qu'il n'y a aucune certitude, absolument aucune, qu'il y aura bel et bien des élections. Mais dans ce cas-là, il faudrait que l'opposition ait une voix commune. D'où certainement cette rencontre qui permet de dégager d'abord une forme de positionnement en termes de critique aussi par rapport au pouvoir. Et tout, au-delà de ça, il faudra ensuite voir s'il y a élection. Comment on va s'organiser pour y aller? S'il n'y a pas élection, quelle est la position à prendre? Et même dans cette deuxième hypothèse, la position à prendre nécessiterait peut-être de descendre dans la rue. Il est plus intéressant d'être nombreux à y descendre que chacun le fasse de son côté et ne pas être coordonné. Du coup, il y aura moins d'effets par rapport au pouvoir qui est ainsi en place. Du côté de la CENI, il semble qu'il y ait une machine irréversible qui est déjà engagée pour tenir ces élections. Ne pensez-vous pas que c'est peut-être l'une des voies qui pourrait peut-être mettre les chaos comme on en a vécu dans le passé? Irréversible, je ne crois pas. Il n'y a rien encore qui ne soit indubitablement irréversible, puisque à ce jour, à ce stade, nous ne sommes que dans une phase d'enrôlement pour permettre aux Congolais d'avoir une carte. C'est déjà un grand pas. C'est un pas, ce n'est qu'un pas. Il y aura d'autres pas qui consistent, par contre, à enregistrer les candidats sur différents niveaux, pour les choix présidentiels, ainsi de suite. Et là, déjà, ça serait déjà un peu j'allais dire, plus avancé. Mais si l'élection connaît un couac, on va dire que c'était connu d'avance, c'était préparé d'avance. Mais je répète que certaines oppositions, aujourd'hui, restent sur l'optique de remettre en question la CENI actuelle. Malgré que on peut parfois accepter le positionnement de son président, mais on sait aussi qu'il y a eu pas mal des affaires qui sont sorties par rapport à la CENI. On a vu des machines qui disparaissaient, des machines entre les mains des
personnes privées, des machines entre les mains des individus qui n'étaient pas censés en avoir, des enrôlements des mineurs, bien qu'on dit après qu'il y a nettoyage de fichiers, Oui. il y a toujours certains secteurs où les Congolais sont obligés de donner l'argent alors qu'ils doivent s'enrôler, c'est un droit. Donc c'est un peu, tout ça c'est un brouhaha qui laisse penser que de toute façon, cette cour, bien cette présidence de la CENI est fait allégeance au pouvoir, puisque il faut tout pour pouvoir garantir le succès au pouvoir actuel. Et il y a bien sûr certaines zones certaines zones où... Faire son devoir, c'est tout faire pour garantir les succès au pouvoir actuel. Devoir pour qui? Pour Mais justement, le président de la la CENI. CENI est là, c'est la machine. Je ne crois pas. Que c'est pas les sujets, mais la CENI est là, elle est là pour organiser les élections. Et les processus actuels, les processus électoraux, justement. Enrôler des enfants, je ne crois pas que ça fasse partie d'un devoir. Ça ne fait pas, c'est pas la CENI qui l'a fait. La CENI l'a condamné. On a suivi les présidents de la CENI. Ce n'est pas la CENI qui l'a fait. Bon, il y a des agents véreux qui, voilà, mais... C'est la CENI. Ok. C'est la CENI. Par l'intermédiaire, par la représentant de ces agents, c'est la CENI qui le fait. Lorsqu'on trouve un appareil de la CENI entre les mains de la famille d'un député, on se pose la question. Lorsqu'il y a certains centres de vote qui ne devraient pas exister, ou bien qu'on a des centres de vote en nombre beaucoup trop suffisant par rapport à la population. Tous ces méfaits-là ne sont pas propres à la CENI, il me semble. C'est un fait dans la société qui, voilà, c'est pas propre à la CENI. La monétisation des services publics et autres, c'est pas un cas isolé pour la CENI. On est en train de parler spécifiquement de la CENI. Et je ne crois pas, avec l'expérience déjà connue dans le passé, qu'on puisse permettre de dire que non, c'est un fait normal. Il n'y a rien de normal là-dessus. C'est là qui pose problème. Ce sont les personnels de la CENI, formés par la CENI, normalement avec un minimum d'éthique et un minimum de déontologie professionnelle. Donc à partir de là, on ne va pas dire à ces gens-là qui sont censés faire un travail spontané aussi important que c'est tout à fait normal de dire « payez-moi » pour que je fasse mon travail, alors que je suis déjà payé par le service public. Donc cela pose un réel problème de la déontologie et du fonctionnement de la CENI. Donc à partir de là, on va tout attribuer, en tout cas du dysfonctionnement, à son président qui est Denis Kadima. Donc l'opposition actuelle, lorsque se réunit, c'est en ayant cette position en disant, voilà, à tout moment, je peux contester ce processus électoral parce que je n'ai jamais accepté les acteurs principaux de l'organisation électorale. Donc à partir de là, chacun est dans son camp de réserve, dans la prudence qui est démise. Jusque-là, on va rester dans les on va supposer. Déjà, comment voyez-vous cette configuration d'acteurs politiques réunis à Lubumbashi? Quelle est votre lecture de fait par rapport à chacun des individus? Je trouve que c'est très intéressant parce que je prends que l'image vient d'abord de l'organisation du gouvernement actuel qui a été déposée. Nous avons vu que le chef de l'État a majestueusement joué son rôle. Il a su rassembler autour de lui l'Ouest, le Nord par Jean-Pierre Bemba, le Kivu par Kamere et également d'autres acteurs importants qui sont bien représentés. Le Kasaï, n'en parlons pas, son fief d'origine. Donc on sait très bien que le chef de l'État a ciblé plus ou moins 60% de la population électorale. Donc à partir de là, l'opposition devait s'organiser en conséquence. Donc l'opposition vise le Katanga, notamment l'Ouest, vise également Kinshasa. Donc, et entre-temps, vous êtes en train de dire que ce n'est qu'une réaction. Oui, c'est une réaction, et c'est une réaction, et non seulement au gouvernement, mais également à l'installation de la charte, la signature de la charte de l'Union sacrée pour la nation, qu'il faut bien que l'opposition réagisse, sinon on va dire que c'est une position molle, comme on a l'habitude de dire, où on attend que non. Il faut s'organiser parce qu'à un moment, si on ne s'organise pas, les choses risquent de passer en force contre la loi, parce qu'on ne sait pas être vigilant. Mais en même temps, la réaction veut aussi qu'on soit capable d'occuper le plateau médiatique, d'occuper la rue lorsque c'est nécessaire. Donc je pense que c'est une réaction intéressante, intelligente. Bélice Sanga, c'est une personne qui a du charisme, qui a une personnalité, qui est une personne très intelligente, qui a également une population au nord, et si c'est né même au Congo central. On l'a vu récemment. On l'a vu récemment. Et sans parlons pas, Katumbi, il occupe l'est du pays. Jean-Pierre, il y a l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui reste malgré tout quelqu'un d'assez important dans son environnement, Maniema et compagnie, donc sur toujours l'est du pays, mais également, sans oublier Fayoulou qui est, si ce n'est, qui a une popularité non contestable au Kinshasa, mais également dans le Congo, dans le Grand Congo central.
il est exclu jusque-là toute manœuvre allant dans le sens d'élire un candidat commun de l'opposition, de les désigner sinon. Mais quelle manœuvre, quelle est leur marge de manœuvre? Comment voyez-vous cette assemblée-là cogner sur le régime actuel? Je pense que si déjà, ils veulent aller aux élections, on va aux élections présidentielles pour gagner. Je crois que ces personnes-là, en tout cas ces 4 personnalités qui se rencontrent aujourd'hui, ont en tout cas l'envie du changement au sommet de l'État. Donc ils vont aux élections pour gagner. Maintenant, chacun doit voir, est-ce que j'ai plus de chances de gagner que celui qui est à côté de moi? Et c'est là que ça va être plus intéressant à conjuguer. Il y a non seulement le fait de dire, est-ce que j'ai plus de chances? Est-ce que j'aurai autant de moyens? J'ai autant la capacité de tenir la route face à un pouvoir qui s'est organisé, dont on a vu les loups qui étaient autour de Kabila hier revenir aujourd'hui autour de Félix Tshisekedi. On a vu les pratiques du passé revenir se mettre à jour aujourd'hui pour pouvoir dire on va donner une majorité à Tshisekedi. Sauf que la population n'est pas dans le même tempo. La population aujourd'hui est plutôt circonspecte. Elle ne sait pas du tout dans quel sens quand elle va se retrouver. Il n'est pas tout à fait dans l'opposition, il est dans la majorité. Mais ce qui est sûr, cette tension qui est latente, qui ne dit pas son nom, à un moment va se ressurgir. Et si elle ressurgit, ça ira en défaveur du pouvoir parce que c'est le pouvoir qui va être confronté à une subversion ou bien à des ordres politiques et publics qui nécessitera certainement de faire descendre l'autorité et la force dans la rue. Parmi les leaders qui sont là-bas, prenons un cas, il y a Katumbi. N'avez-vous pas l'impression que l'histoire se répète pour lui? Il y a peu, il avait réuni des gens, je crois, en Afrique du Sud ou en Belgique, je ne sais plus. C'était les rassemblements à l'époque. On les désignait candidats, c'était le bruit de couloir. Mais pourtant, il ne pouvait pas se présenter parce qu'il était frappé par la loi ici et tous les démêlés judiciaires qu'il avait. Aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Ces affidés font courir le bruit qu'il serait désigné candidat de cette conclave. Mais après, il y a la loi Tchani qui est contre lui et tout ce qui vient avec cette loi. La proposition de loi Tchani n'est pas encore une loi. Mais il est vrai que dans cette histoire, le grand naïf, c'est bien Moïse Katumbi, la grande victime. Parce que il est bon d'être à côté du pouvoir, il peut travailler avec le pouvoir, il est intéressant. Mais lorsqu'il se permet de montrer une prétention vers le pouvoir, c'est-à-dire devenir président de la République, et là on dit, ben non. N'empêche, c'est le challenger le plus sérieux qui existe et le plus capable de mettre à mal le pouvoir actuel. Mais cela dit, c'est de manière tout à fait, j'allais dire, allez, pour ne pas être méchant, c'est hypocrite de la part du pouvoir aujourd'hui de dire que non, vos origines vous empêchez d'arriver au pouvoir parce que... C'est un individu, c'est un candidat malheureux qui n'est pas de l'Union sacrée que je sache. La question qui se pose, il n'est même pas encore candidat. Donc, l'Union sacrée ou pas, il n'est pas dans l'Union sacrée. C'est ça qui est sûr et certain. Il n'a pas signé des chartes. Il est en train justement, je parlais de la loi Tchani, l'initiateur. Oui. C'est un candidat malheureux, Tchani lui-même. Oui, il n'est pas de l'Union sacrée. Pourquoi associer cette loi à l'Union sacrée? On sait où ses acquaintances, ses intérêts. Nous le savons. Vous pensez qu'il est très critique à l'endroit du président? Très critique, je ne crois pas, non. Il est juste critique, mais suffisant. Vous n'avez qu'à voir ses suffisance. Oui, je le suis. Je vous dis à suffisance, pas très critique. Donc, dire très critique, non. Moi, je connais les opposants qui sont très critiques. Lui, très critique envers le pouvoir. Noël Tchani, quand ça l'arrange, il est en acquaintance avec le pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui rentre partout. Donc, ce projet de loi, on sait d'ailleurs comment fonctionne même l'Assemblée nationale au Congo. Ce n'est pas parce qu'on dit que Fachi est au pouvoir qu'on peut avoir une chambre qui soit en opposition. Elle était en opposition. On l'a vu basculer au cours de la législature, venir vers la majorité. C'est ce qui est assez extraordinaire. Alors, vous imaginez un projet de loi que la majorité n'en veut pas, qu'est-ce qui va venir là? Une proposition de loi que la majorité n'en veut pas, qu'est-ce qu'elle va venir faire sur la table de l'Assemblée nationale? Donc, avant même que d'en arriver là, d'ailleurs, je rappelle que cette proposition de loi avait été rétoquée, parce qu'elle a été proposée il y a 2 ans, elle a été rétoquée par une chambre de l'Assemblée nationale, parce qu'elle est inopportune, et là, à l'époque, Katumbi était dans la majorité. Donc, à partir de là, je trouve que c'est un peu désolant d'arriver à ce genre de pratique. Déjà, on sait que le pouvoir tient tout en place, que ce soit les institutions,
comme c'est toujours le cas des entreprises de l'État, donc il n'y a pas d'espace de démocratie où on peut réellement s'exprimer, voir est-ce qu'il y a un intérêt particulier pour la nation ou un intérêt pour quelques individus. C'est très dangereux comme projet de loi, d'ailleurs, si on ouvre la parenthèse, c'est très très dangereux, parce que c'est non seulement inopportune du moment actuel, où les climats, où nous sommes face à une guerre, on parle d'ethnie, on parle de groupes rebelles, mais on sait très bien le groupe rebelle 1-10. Moi, je viens de dépendre une minorité. On sait que le Rwanda est derrière, mais on sait aussi qu'on a des milices ici. Aujourd'hui, derrière, imaginons tous ces enfants qui sont nés il y a 20 ans, 30 ans lors des dernières guerres, parce que les parents la maman était soit partie en Zambie et revenue avec un enfant, ou bien le papa est venu ici, ou bien la maman est venue ici, il a mis au monde un enfant ici, d'un père zambien, d'une mère angolais, ou bien d'un papa centrafricain. On en a comme ça, des Congolais, comme ça, des centaines de milliers, si ce n'est des millions, qui vivent comme Congolais, qui sont nés comme Congolais, parce que la loi actuelle dit Congolais d'origine, soit de père, soit de mère, ayant l'ethnie d'après l'indépendance. Donc à partir de là, aujourd'hui, par une loi tout à fait sortie d'un chapeau, on va dire vous n'êtes plus Congolais d'origine. Les termes sont les mêmes, mais les droits sont plus les mêmes. On vous retire ces droits. Alors imaginez cette frustration qui va nourrir, parce que quand on fait cette proposition-là, on nous parle de Mongachouchou, on nous parle de Rwanda. Le problème est que la République démocratique du Congo n'a pas que de frontières avec le Rwanda. On a 9 frontières, et même avec le Rwanda, on n'a pas toujours été en guerre. Il y a eu des périodes où les peuples s'embrassaient, les peuples se mettaient ensemble, les peuples faisaient des enfants. Et donc, remettre en question toutes ces naissances, c'est mettre en péril la nation congolaise, l'État congolais. On va rentrer à notre sujet du jour. Du moins, cette loi ne retire pas la nationalité à tous ceux qui l'ont acquise, mais elle restreint plutôt les conditionnalités d'accès au pouvoir, à la magistrature suprême. Mais disons, je repose la question pour revenir. N'avez-vous pas l'impression que Katumbi est en quelque sorte prisonnier de l'histoire, qui se répète pour lui? Il s'est galvanisé de foules, des grands leaders qui viennent facilement à lui, mais il lui est toujours impossible de se présenter. Oui, parce que c'est assez machiavélique. Mais je vais vous dire une chose, c'est quand même extraordinaire, parce que la nationalité, en principe, quand on a la nationalité, on est égaux devant la loi pour les droits et les devoirs. Donc, ce que nous sommes en train de créer avec cette loi de congolité, donc vous semblez dire que non, il ne s'agit pas de retirer la nationalité. Oui, nous savons que nous avons une nationalité par acquisition, nous avons une nationalité par naissance, droit de sol, nous avons une nationalité par le père ou par la mère. Voilà. Mais, vous voulez dire qu'il y a une catégorie des Congolais qui ont plus de droits que les autres. C'est ça que ça veut dire donner accès verrouillé. C'est-à-dire les catégories des Congolais qui auront plus de droits que d'autres. Donc il y aura des super Congolais, des moins bons Congolais et des minables des Congolais. Des 100%, des 50% et des 10% des Congolais. Voilà la dangerosité. Voilà la nation dans laquelle nous allons aller. Ou à un moment, des enfants, même quand ils vont jouer, ils disent « Ah, toi, ta maman est venue d'ailleurs, tu n'es pas super Congolais. » Donc voilà. Cette frustration-là va créer une société où il va créer des poches de résistance où les gens ne sont pas d'accord avec cette vision de la société de vivre ensemble qu'on a su cultiver. Je crois que nous, quand on grandissait, on ne fait pas la différence. On sait que tu es Congolais, oui, tu es là. Totemi, Mungala, Mukongo, qu'importe, on est en train de vivre ensemble. Mais je ne veux pas chercher la petite bête qu'il y a dans ton arbre généalogique pour dire que tu es moins patriote que moi, tu es moins. Et on rappelle à titre d'exemple que Mamadou Ndala n'était pas un super Congolais, mais ce qu'il a fait est beaucoup plus super que n'importe beaucoup de Congolais, mais beaucoup qui sont actuellement aux politiques dans la mangeoire. Donc, un peu de modestie là-dessus. Oui, il est vrai, il est navrant même quand il s'agit de Moïse Katumbi, que quelqu'un qui se donne corps et âme, qui lorsqu'il fait des accords est loyal, il respecte sa part, mais qu'au moment opportun, il se fasse doubler. Mais ça s'appelle le jeu politique. Vous pensez? Oui, ça s'appelle le jeu politique, parce que on sait très bien que... Mais c'est tout à fait normal, parce que, regardez, si on abuse, Félix Antoine Tshisekedi avait des accords avec un autre candidat, avec Kabila. On a dit... On n'a pas vu les dossiers, mais on sait qu'il y avait, tiens un mandat, moi je prendrai l'autre après. Mais la politique, quand on prend le pouvoir, c'est pas pour le lâcher. Et c'est ça la naïveté de Moïse Katumbi. Malheureusement, c'est de bonne guerre que d'essayer d'éliminer au maximum des candidats susceptibles de nuire à votre réélection.
Mais ce qui est dangereux, c'est de jouer avec la République pour les intérêts personnels et individuels. Et ça, ce n'est pas du tout acceptable. S'il ne peut pas se présenter parmi ces 4 personnages, personnalités du moins, qui sont là avec lui sur place, voyez-vous quelqu'un qui pourrait fédérer, rassembler? Je pense que, à cette optique-là, je parierais plutôt sur Denis Sesanga, pour de simples raisons que, on va dire que Fayoulou a fait son temps, et il a été usé par l'opposition. Il n'aura pas autant de moyens qu'il a eu dans le passé. On sait comment il a pu faire une si belle campagne et arriver avec même à contester les élections parce qu'il avait derrière lui des soutiens de Bemba et compagnie, Moïse. Mais aujourd'hui, si Katumbi ne peut pas se lancer, il faut se poser la question, est-ce qu'il va supporter un camp ou un autre? Mais Denis Sanga, ça semble tout à fait opportun parce que c'est quelqu'un de frais, quelqu'un d'énergique, quelqu'un qui a des principes. Il n'est pas né de la dernière pluie. Hein. Oui, mais non, je parle de la fraîcheur. Politique depuis. Oui, mais je parle de la fraîcheur. C'est-à-dire qu'il dégage une énergie particulière. Parce que la campagne, ça use. Faire de la politique intense pendant X temps pour la campagne, ça use. Il faut quelqu'un qui soit frais. Moi, je crois que Fayoulou, sans être méchant, n'est plus dans cette optique-là, plus dans cette casquette. Mais est-ce qu'il aura la grandeur de s'effacer par rapport à cela? Mais moi, je crois aussi que Denis Sesanga a non seulement la rigueur, mais aussi on sait qu'il sait dire non quand il le faut. Il vient de passer une législature en contestant des principes, en étant droit dans ses bottes et en étant une personne tout à fait intègre, respectable, ne se laissant pas faire. Je pense que c'est plutôt ce nouveau visage qui est important pour les Congolais, pour la jeunesse congolaise, pour dire qu'on peut exister et faire de la politique, même si on n'est pas en accointance avec le pouvoir en place. Et Matata, vous le voyez jouer quel rôle dans... Non, M. Matata, pour moi, il a juste besoin d'une immunité, si je ne m'abuse. Il a besoin d'une immunité. Il n'aura pas de voix suffisante sur le territoire national pour dire voilà, on soutient. Moi, personnellement, je n'aurais jamais voté pour Matata Ponyo. Vous savez, il y a des dossiers sur lesquels... Il y en a qui pensent le contraire. Oui, vous avez tout à fait droit. Oui, Maniema. Mais le problème, c'est que c'est une élection nationale. Moi, je prends un point de vue, je dis Maniema, ok, certains problèmes de l'Est. Mais de point de vue national, il n'aura pas suffisamment de voix. Et même, ça posera une question de moralité à certains Congolais. C'est ce qu'on disait de Fayoulou, vous souvenez-vous? Non, Fayoulou, c'est un passe-partout. Non, il a un passe-partout. À partir du moment où il a obtenu le soutien des lourds qu'il y avait derrière lui, c'est un passe-partout. On dit, il s'est mis dans la peau du présidentiel. Mais Matata Ponyo ne se mettra pas dans la peau du présidentiel parce qu'il a un passif qui nous gêne, qui nous dérange. Nous qui avons fait la politique et un minimum de jugeotes. Lequel? Ce passif-là, c'est Bukanga Lonzo, où il a été... On n'a pas dit qu'il est impliqué judiciairement, ainsi de suite. C'est pas grave. Ça, c'est la justice faire son travail. Mais moi, je parle politiquement et moralement. On ne peut pas dire, avec un tel fiasco qui n'a rien apporté aux Congolais, qui aurait pu créer des potentialités énormes en termes d'emploi, en termes de nourriture, et laisser tout ça passer. Matata Ponyo, c'est l'homme de macroéconomie. C'est l'homme de FMI, c'est l'homme que les Occidentaux aiment bien, mais les Congolais ne trouvent aucun bénéfice à Matata Ponyo. On l'a expérimenté, on n'a pas vu le pouvoir le panier de la ménagère prendre du poids ni de l'importance du Matata Ponyo. Oui, on a vu des chiffres, on nous a parlé des chiffres, mais personne n'a mis des chiffres sur son assiette pour pouvoir manger ou bien donner à ses enfants le soir. On mange du concret, on mange le pain, on mange... Voilà, c'est ce qui est concret. Et malgré ses capacités, ses réussites passées, Matata Ponyo, à ce stade, serait malvenu. Selon une certaine presse, on dit que c'est tôt pour les leaders de l'opposition d'aller s'assembler comme ça contre un régime qui... probablement va briguer son deuxième mandat. Qu'en pensez-vous? Parce qu'il va, vous dites probablement parce que c'est le rythme à l'africaine. Là, je peux me permettre cette expression. C'est pas gagné non plus. Il y a l'exemple de la Zambie, je crois. Oui, à l'africaine, parce qu'on se dit que bon, les chefs de corps, les chefs des institutions sont avec moi. Je détiens la CENI, donc ça va aller de soi. Mais non, c'est faux, ça n'ira pas de soi. C'est pas tôt. Moi, je dis au contraire, il fallait bien le faire parce que on a vu un gouvernement montrer comment comptait gagner Félix Tshisekedi pour sa réélection, sur quoi il voulait miser. On a vu par la suite la création de l'Union sacrée de la nation, d'ailleurs à FCC bis, malheureusement. C'est-à-dire, je me pose même la question, comment peut-on penser ce qui n'a pas marché avant, avec Kabila avait tout, peut alors marcher avec Félix Tshisekedi. Et ça, c'est bien dommage parce que on a passé du temps
à faire de la politique politicienne avec ce régime. On a commencé des guéguerres entre les partis, entre les pouvoirs, entre eux. Après, on est passé en pouvoir des règlements judiciaires avec les procès. Et puis maintenant, au lieu d'avoir un temps de développement économique, de la sécurité, on s'occupe un peu des Congolais. Non, on nous propose encore un spectacle du gouvernement de poids lourd et en même temps un guéguerre politique pour anéantir l'opposition. Cela dit, la question de l'opposition, pourquoi est-ce que c'est maintenant et c'est pas plus tard? Parce qu'aujourd'hui, il faut d'abord avoir un même langage. Oui. Nous allons aux élections ou pas? Dans ces conditions ou pas? Est-ce que nous allons accepter toutes les conditions ou pas? Oui, il faut d'abord avoir une position. Et cette position doit être construite pour pouvoir agir sur tout le territoire national. Et à partir de là, je vous dis, c'est ça qui est primordial. Justement, mais qu'attendez-vous par FCC bis? C'est quoi cette expression? C'est une expression qui me paraît... Ben, écoutez, c'est ce FCC qui a commencé avec la charte et la réunion de super partis politiques et de super groupements autour d'un leader. Vous pensez que c'est une invention du FCC? Non, c'est complètement... Non, je suis signature ici. De la charte, je parle au Congo, je ne parle pas de la signature de la charte, je parle de l'engagement, de l'allégeance. C'est une allégeance. Oui, si vous lisez la charte de l'Union sacrée, l'autorité, super autorité morale, c'est une allégeance. Vous êtes très informé, vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Okay. Oui. Et c'est effrayant parce que dans cette charte et dans ce présidium, on a les chefs des corps, les chefs des institutions. C'est-à-dire que nous sommes dans des personnalités politiques avant tout? Non, non, non. À ce stade-là, non, non, non. On n'est pas personnalité politique avant tout quand on est président de l'Assemblée nationale ou président du Sénat. On est président du Sénat avant tout, on est président de l'Assemblée nationale avant tout. À titre d'exemple, vous savez que c'est le président du Sénat qui prend normalement la présidence si le président est empêché. Donc, il prend la présidence, il préside et organise les élections. Ce n'est pas peu. Donc, ces hommes-là, ils ne peuvent pas avoir des doubles casquettes. Le matin, je peux être président du Sénat et le soir, je peux être... Non, on a attendu la bouche du président de l'Assemblée nationale dire que non, moi, je suis la caisse de résonance du chef d'État. Ce n'est pas son rôle. On a une constitution qui a du mal à être comprise et respectée parce qu'il y a des gens qui ont traversé le temps comme ça, sans prendre en compte que le Congo évolue, les Congolais évoluent et sont de plus en plus exigeants. Et c'est que nous demanderons à nos aînés, c'est de prendre un peu conscience et de respecter la Constitution. Moi, je veux bien que vous soyez avare à tout prix, votre intérêt soit au-dessus de l'intérêt de la nation, mais on vous demandera de respecter la Constitution parce qu'à un moment ou l'autre, on nous demandera à la justice d'appliquer la Constitution, non pas d'appliquer les caprices du prince. Et là, c'est mettre le pays en danger, en péril, si on ne prend pas en compte cet élément d'expression de la patience, de la rage des Congolais. Allez, on est en train de toucher à la fin de cette émission. Avec notre invité, on va prendre le deuxième sujet de cette émission. C'est le nouveau gouvernement, les réarmements de troupes. Parce qu'on a vu le nouveau comité directeur du LICEN, l'Union sacrée de la nation, être mis en place. Bemba, Katumbi, les grands visages de ce gouvernement. Alors, Bemba Katumbi, allez, ok, bon, on a trop parlé de lui. Bemba Kamere et les grands visages entrants de ce gouvernement. Eric, dites-nous, Kamere à l'économie, que cela vous inspire-t-il? Je n'ai jamais eu l'expérience de vivre M. Kamere à l'économie. Par contre, on a eu l'expérience de le vivre dans la gestion de la politique nationale. Quand il était directeur de cabinet, nous n'avions pas de gouvernement pendant 6 mois. C'est lui qui était le gouvernement par excellence. Et parce que le chef d'État, j'ai dit c'est lui parce que c'est lui le seul, comparé au chef d'État, qui avait de l'expérience de pouvoir à ce niveau-là. Donc à partir de là, tout ce que nous retenons que non, il y a une augmentation des salaires des personnels qui est autour de lui. C'est-à-dire une classe de personnes qui, eux, ont le droit de voir augmenter leur salaire, mais ce changement de régime. Deux, vous parlez d'un directeur de cabinet, c'est-à-dire les personnes à sa charge peuvent témoigner. Il ne gérait pas les pays, il gérait les cabinets. C'est le projet de 100 jours qu'il est dit. Justement, vous parliez de majoration des salaires. Il n'allait pas majorer les salaires des gens qu'il ne gère pas quand même. Mais il avait quand même Il n'avait pas ce pouvoir. Il a lancer les dépenses de l'État, mais et le contrôle de cet argent,
Il n'a pas le pouvoir de dire il faut améliorer les conditions de vie des Congolais, il faut peut-être arrêter l'inflation, peut-être stopper l'augmentation des prix, il faut peut-être faire stabiliser la monnaie. Il avait ce pouvoir-là. Tout ça pour un directeur de cabinet. Non, pour un directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, quand il n'y avait pas de gouvernement, oui. C'est ça la réalité. Donc, ce n'est pas d'un directeur de cabinet de manière générale. On parle spécifiquement de cette période et du pouvoir qu'avait M. Kamere. Okay. Donc, en tant que directeur de cabinet, nous avons vu l'expérience. Nous savons que dans le passé, c'était un homme de conviction, que c'était un patriote. Mais le spectacle donné, qui a donné un spectacle désolant à la République, et pas seulement à la République, mais aux Congolais. Mais au-delà de ça, on arrive aujourd'hui, un monsieur qui devait être candidat président de la République, l'avait certes de tout soupçon de tournement de fonds, mais en tant que ministre de l'économie, il nous reste à voir. Moi, je suis un peu dubitatif en cette période. Est-ce qu'il pourra changer réellement quelque chose en si peu de temps? Non. Il ne pourra pas améliorer les conditions de vie des Congolais. Il n'est pas tard pour bien faire, dit-on. Non, non, non. Ils peuvent tout bien faire. Mais les résultats sur le terrain ne serviront pas maintenant, ou bien à la veille des élections. Et étant donné, de toute façon, l'économie internationale est en souffrance, la guerre en Ukraine ne dit pas qu'elle va terminer aujourd'hui. Donc, l'international, l'économie est en souffrance. Malheureusement pour lui, il n'y a rien, il n'y a pas de projet antérieur qui laisse croire que nous sommes devenus nous avons une autonomie économique, financière et j'allais dire même agriculture en termes de nourriture. Donc du coup, il faut tout rénover, il faut imposer une politique, il faut imprimer, il faut une politique monétaire, il faut. Et tout ça, on dit que le temps ne lui permettra pas. N'est-ce pas qu'il est là pour ça? Il est là pour ça, mais parce que c'est ça la continuité du pouvoir. Justement. Il doit faire en sorte que ça aille mieux, que Félix Tshisekedi soit réélu ou pas. Il doit faire le nécessaire pour que nous ne soyons pas, si il passe tant mieux, mais si Félix Tshisekedi ne passe pas, que les Congolais ne puissent pas subir les caprices d'un régime à un autre. Justement, vous parliez des réactions tout à l'heure, ça sera la dernière question de cette émission. L'Union sacrée a rassemblé ses troupes et puis voilà, signature de la charte. On a le conclave qui se tient tout aujourd'hui là, à Lubumbashi. Vous avez dit tantôt que c'était une réaction de la part de l'opposition. Pensez-vous qu'à son tour, l'Union sacrée aussi va réagir à ces conclaves? L'Union sacrée est même... Elle est créée avec des doutes. Elle est créée avec des doutes parce que ceux qui n'ont pas vécu le FCC avant, ça, ce n'est pas ce n'est pas la formule magique. D'ailleurs, permettez-moi, puisque c'est la dernière question, de voir une petite parenthèse et pour souhaiter mes condoléances à la famille de M. Gabi. Vous avez vu ces faits divers tout à fait horribles où on va arrêter une personne qui était dans une soirée privée, qu'importe ce qu'on appelle ça, partouze, oui. Certains, les gens ont le droit de vivre leur sexualité dans un lieu privé, dans une résidence qui était au rez-de-chaussée. Cette personne dont on le voit dans les images, mais neutralisée par la police, avec déjà des contusions sur le front, donc qui ne paraissait pas du tout agité ni méchant, mais qui se retrouve décédé avant d'arriver aux Sousiettes. Donc cela, et on voit même dans cette vidéo une femme policière en train d'agresser les femmes. On voit les policiers en train de dénuder, de montrer la nudité des femmes congolaises, alors que nous avons cette violence permanente à l'Est, où nos femmes sont violées, sont martyrisées, sont montrées à nu. Et ce monsieur se permet de, non seulement une femme qui est habillée, déshabillez-vous, montrez votre sexualité. Et ça, c'est passé à travers le monde entier. Okay. Et moi, je crois que il n'y aura jamais d'action sévère contre les policiers qui ne méritent pas cet uniforme. Donc, cette parenthèse-là méritait d'être apportée en ce moment. Je reviens à votre question. Comment peut-elle réagir? Mais c'est l'Union sacrée au pouvoir. Si on commence à réagir au tempo de l'opposition, c'est que déjà, elle a failli. Donc, l'objectif de l'Union sacrée, c'est de réussir à donner au chef de l'État des arguments pour dire aux Congolais, réalisez-moi. Ce n'est pas de dire, oui, mais vous avez fait ça, nous avons fait ça. Les Congolais vont dire, bah, dans ce cas-là, autant que vous reveniez à l'opposition, parce que c'est ça que nous a montré malheureusement l'UDPS pendant toute cette période, être en opposition contre elle-même et contre même les leaders qu'elles ont proposés. Et c'est dommage parce que nous perdons énormément de temps dans ces querelles de politiciens. Donc, l'Union sacrée a un seul devoir, une seule obligation, de nous apporter la sécurité, de faire en sorte que les Koulouna cessent de contrôler les quartiers, de contrôler la vie des Congolais, de martyriser les Congolais, de faire en sorte que le prix du pain baisse, de faire en sorte que les salaires augmentent, de faire en sorte que nous puissions avoir l'électricité et de l'eau.
Et parce que nous, sans parler des autres promesses que nous avait dit le chef de l'État, qu'aujourd'hui on sait que, il sait que le pouvoir, ce n'est pas juste une déclaration. C'est pas parce qu'on crie, on le dit que ça va se faire. Mais la réalité, il faut travailler. Je crois qu'il y a des projets sur lesquels le pouvoir peut réussir. Les projets des 145 territoires. Ça aurait peut-être un impact, mais est-ce que ça sera un impact suffisant pour changer le visage des Congolais? Non. Mais dans ce cas-là, il faut peut-être envisager d'injecter l'argent dans l'économie nationale. Ce sera là votre dernier mot pour aujourd'hui. Merci à vous, Maître Eric Bisselo, président national du parti Consort. Le contrat social renouvelé. Contrat social renouvelé. Merci à vous d'être venu. Merci, M. Condé. Merci pour l'invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous dimanche à 17h15 pour la rediffusion et bonne suite de programme sur votre chaîne. Merci.